Péninsule du Yucatan, Mexique. Shirley McCowen traverse la jungle depuis déjà quelques jours avec Jay, son assistant. Elle veut absolument trouver le cénote légendaire, celui dont tous les chamans parlent. Avec ça, elle fermera enfin le clapet des juges pourris du concours national de photographie. Elle veut prouver qu'elle n'est pas juste une influenceuse et c'est avec ce cénote qu'elle y arrivera. Quelle particularité a-t-il, me demanderez-vous ? Eh bien, il serait l'entrée au Xibalba, monde souterrain dirigé par les dieux de la mort et de la maladie. Rien que ça. Le cénote reste introuvable malgré toutes les indications qu'elle a accumulées ces dernières années. Au bout du 7e jour, à bout de force et n'ayant plus assez de vivres, elle décide de rebrousser chemin, dépitée. Au détour d'une route empruntée à l'allée, elle aperçoit dans la rivière une couleur inhabituelle. Elle s'approche et a soudain un haut-le-cœur. L'eau est pourpre. Jay lui demande si elle souhaite l'allonger pour voir d'où cela peut provenir. Peut-être y a-t-il des photos trash à faire. Il paraît que ça fonctionne bien sur le net. Tous deux remontent alors le cours d'eau. Plus ils avancent, plus l'eau est rouge sang. Au bout de quelques minutes, ils tombent sur une sorte de lac, mais pas n'importe lequel. C'est un cénote. Elle en a déjà vu des tas, mais celui-ci, avec cette couleur, donne un aspect apocalyptique à ses photos. Personne ne voudra croire qu'elles ne sont pas retouchées, mais peu importe. Elle a peut-être enfin des photos potables. Après quelques clichés, le duo repère un trou au milieu du plan d'eau. Un regard suffit pour que les deux comprennent qu'ils doivent s'équiper pour plonger. Après tout, ils sont là pour ça. Shirley sent que les photos peuvent faire la différence, mais surtout, elle sent que ce cénote est différent. Elle aurait trouvé l'entrée du Xibalba. Le trou n'était pas si profond. Après avoir nagé dans une sorte de couloir inondé, ils ont débouché sur une grande cavité. Le cénote ouvert donnait en fait accès à un cénote souterrain. Parfait. À ce moment-là, les deux acolytes étaient fiers d'avoir fait leur stage de plongée de 3 mois quelque temps auparavant. Shirley indique à Jay une plage pour sortir. Aucune lumière ne traverse nulle part. Aucun bruit ne se fait entendre. Il s'agit bien d'un cénote souterrain. Ils allument leur frontale et leur torche. Soudain, un bruit se fait entendre au fond de la cavité. Les lampes s'évanouissent dans la pénombre. Puis le bruit retentit une seconde fois. Comment peut-il y avoir un être vivant dans ces bas-fonds ? Impossible. Ça doit être autre chose. Jay veut alors faire demi-tour, mais Shirley, trop intriguée et pragmatique, ne bougera pas. Elle est là, il faut avancer. Ne laisse pas ton esprit te jouer des tours. On va voir s'il y a quelque chose un peu plus loin et après on rentre, ok ? Le duo décide alors de longer un des couloirs. Au bout de seulement quelques pas, le bruit, qui semblait provenir de derrière eux, est maintenant devant. Jay tente une nouvelle fois de rebrousser chemin, mais Shirley lui indique quelque chose. Elle éteint sa lampe, et un rayon de lumière bleue traverse le ciel de la grotte. Il y a devant eux une immense cavité. Des stalactites transparentes pointent vers le sol, comme tant de pics glacés. Un lac d'eau formant un cercle parfait est au milieu et, en son centre, une stalagmite plate sur laquelle se tient quelque chose de luisant. Un frisson parcourt le dos des aventuriers. Il y a bien quelque chose de vivant dans ce cénote. Shirley saisit son appareil photo et zoome sur la créature. Elle est surprise de son apparence, mais cela la rassure. Serait-ce un nouveau-né ? Lieu inconnu. Mexique. Des cris retentissent encore et encore dans le laboratoire. Dans les cages, des espèces animales inconnues. Dans les bureaux, des scientifiques bien payés. Juan del Hoyo est un milliardaire mexicain passionné par la culture maya. C'est mes racines, répète-t-il sur les plateaux télé.
Si les journalistes savaient que cet homme finançait un laboratoire secret, ils passeraient sans doute moins de temps à parler de ces histoires de coucherie. Enfouis sous la jungle, les scientifiques engagés effectuent des tests nuit et jour. Ils ont rassemblé des espèces inconnues trouvées dans différents milieux, des déserts, des océans, des forêts, des rivières. Le laboratoire est immense, mais c'est dans l'aile 4 qu'on y enferme les espèces les plus rares, celles qui vaudraient le plus cher, celles qui apporteraient le plus de réponses sur l'histoire du monde, celles qui donneraient naissance à des dieux. Le long des couloirs froids, Monsieur Del Odio observe ces créatures. Certaines ont été retrouvées presque mortes sur des plages, d'autres ont été capturées lors de raids organisés par ces mercenaires, et d'autres encore ont simplement été créées ici, de toutes pièces, à l'aide de sciences diverses, de métaphysique, de médecine et de spiritualité. Mais Monsieur Del Odio n'a pas enfermé que des animaux ou des créatures, non. Dans l'aile 5, des chamans mayas sont retenus prisonniers depuis des années. Le milliardaire compte sur leurs prédictions et leurs directives spirituelles pour le guider vers la compréhension du monde. Mais ce qui l'intéresse plus que tout, c'est redonner vie aux anciens dieux et prendre le contrôle total de cette terre. Un jour, les 5 chamans entrèrent en transe en même temps. Malgré un soutien des aides-soignants présents sur place, la transe se transforma en crise, qui elle-même se transforma en malaise, et les 5 sages périrent d'un seul coup. La panique s'empara du personnel scientifique qui ne pouvait pas expliquer cet événement, mais au même moment, toutes les créatures se mirent à s'exciter et à crier. Puis l'alarme retentit. L'une d'elles s'était enfuie. Évadée d'un laboratoire, cette petite créature s'est frayé un chemin dans les rivières souterraines. Après un périple long et difficile, elle a trouvé refuge dans un cénote.